en nous écoutant aujourd'hui dans les petits groupes. J'ai pensé à un exercice que on a fait quelquefois à la fin de certaines retraites. Et l'exercice vient de Joanna Macy, qui s'est elle-même inspirée d'un rituel du bouddhisme tibétain. Et donc, si je remonte à la source, là, dans le rituel que moi, j'ai jamais vu, il y a... je pense que ça s'appelle la danse du démembrement de l'ego. Et certains d'entre vous connaissent peut-être mieux ça que moi, là, ce rituel, mais tout le monde se rassemble dans un grand cercle, puis au milieu du cercle, il y a quelques poupées de terre cuite, ou de terre pas cuite, de terre qui sont là. Et il y a peut-être des moines ou moniales qui dansent autour des petites statuettes, on pourrait dire. Et leur danse et les articles qu'ils ont dans les mains, comme on dit, props, les accessoires. Les accessoires qu'ils ont dans les mains représentent peut-être certaines des qualités qu'on a développées nous-mêmes ici cette semaine. Alors le sabre, de la clarté, quelque chose qui pourrait représenter la compassion, la patience, comme ça, puis ils dansent autour des statuettes, et à la fin, ils prennent les statuettes comme ça, qui représentent les névroses, pour être... pour dire ça rapidement, et ils les prennent comme ça, ils les cassent, ils les brisent, pour se libérer des tendances néfastes de l'esprit. Et Joanna Macy, qui plusieurs d'entre vous peut-être connaissez, ou certaines, elle, c'est une militante activiste depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est une Américaine qui est aussi une pratiquante, une académicienne bouddhiste, qui était à Tchernobyl à l'époque déjà, puis qui a traversé la planète pour se battre dans l'antinucléaire, et on and on, là, comme ça. Et elle a créé tout un système d'exploration, pour cultiver son rapport à la nature, peut-être, puis son éveil par rapport à l'importance de sauver la planète, puis nous sauver peut-être aussi. Et donc, elle s'est inspirée de quelque chose qu'elle avait vu comme ça en Inde. Elle avait assisté à ce rituel-là. Et donc, moi, j'ai passé un petit peu de temps avec. Puis à un moment donné, on avait parlé de ça. Puis je m'étais dit, je vais l'essayer dans son exercice à la fin des retraites. Donc, ce qu'on faisait à la fin de ces retraites-là, c'est que, donc imaginons-nous, c'est nous. Quand je l'ai fait, c'était toujours dans le cadre d'un programme un peu plus long. Un programme peut-être d'1 an ou 2 ans, où les gens, comme si nous, on s'était dit, on va faire 5 retraites ensemble sur 2 ans. Puis donc, à la fin de ce programme-là, mais on pourrait s'imaginer à la fin de la retraite maintenant, où là, on prendrait une salle à quelque part, peut-être la salle à manger dans le bâtiment principal, puis là-dedans, on mettrait plein de trucs pour faire du arts and crafts, là, des bouts de papier, des bouts de tissu, de l'argile, des fils de fer, des cordes, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Puis là, on dirait, maintenant, cet après-midi, on va tous aller construire une petite statuette, poupée, masque, ce qu'on veut, qui représente ce qu'on a découvert à propos de nos patterns, de ce qu'on a vu là, à travers la marche, à travers ce qu'on a observé comme ça. Et là, les gens partaient en silence comme ça, et ça travaillait fort là, pendant tout l'après-midi, très minutieux, les petites
perles, comme ça. Puis il y en a qui partaient dans la nature, amenaient de l'écorce, des feuilles, puis ça travaillait à être très créatif, tu sais. Et ensuite, le soir, on faisait un grand cercle, imaginez 108 personnes, un grand cercle comme ça. Et là, on disait, on va faire un show and tell, on va faire un spectacle où on va présenter les égaux. Et l'idée, c'était de nommer les choses, comme de voir, de nommer, puis aussi de sortir de soi, hein, que tout à coup, ça devient une représentation. C'est pas exactement moi, c'est quelque chose qui est observable, donc c'est pas exactement moi. Et on va le faire avec beaucoup d'amour, hein? Pas avec du jugement, mais avec de l'amour. Et c'était magnifique parce que là, d'abord, il y avait une exposition en premier, on pouvait se promener à travers les statuettes, puis c'était incroyable la créativité qu'il y avait, toutes sortes d'objets, de sculptures ou de poupées étranges, tout ça. Et là, les gens étaient invités à venir dans le cercle, à rentrer dans le cercle devant les 100 personnes pour révéler tout ce que d'habitude on cache. Tu sais, tout ce qu'on préférait que les gens voient pas. On espère que les gens n'ont pas remarqué, etc., dans notre vie. Et les gens arrivaient comme ça, et là, ils disaient « Voici !» Et là, il nommaient comme ça, et c'était mémorable, parce que je me souviens, par exemple, de quelqu'un qui avait trouvé ou fabriqué peut-être un genre de coquillage comme ça, puis me voici bien protégé, je reste à l'intérieur et je regarde à l'extérieur et je juge, et je ne sors pas. Puis là, nous, la foule, notre travail, c'est de dire non, ne sors pas, reste, continue à juger, continue à juger. C'est très bien, t'es parfait, magnifique, waouh, incroyable, ne change pas. Et comme ça, et la personne faisait comme ça, puis à la fin, elle pouvait, si elle voulait, détruire comme ça, ou déposer dans un genre de feu sacrificiel, comme ça, ou pouvait dire non, pas tout de suite, je suis pas rendu là, je veux garder je veux garder tous ces mécanismes de protection. Et là, quelqu'un d'autre arrivait, je me souviens, il y avait une genre de grosse boule avec plein de rubans dessus comme ça, et la personne disait et des trucs ouais, c'était beaucoup des rubans, je crois, qui couvraient quelque chose, et la personne disait me voici, c'est moi, vous pourrez jamais me voir parce que ici j'ai mon diplôme de ceci, et là j'ai tous les voyages que j'ai faits, et ici j'ai toutes les choses que j'ai réalisées, cette fondation que j'ai démarrée moi-même, et tout ça, et tous mes accomplissements, et vous ne me verrez jamais. Et là les gens disaient waouh, ne sors pas, reste caché derrière tous tes accomplissements, et tes titres, et ton statut social, ou ceci, cela. Et là, quelqu'un d'autre, je me souviens, une autre personne est arrivée, et il y avait plein de roches, je ne peux pas vous dire si c'est des roches, cette grosseur-là, c'est un caillou, une roche, ou une pierre. Une pierre, ok. On ne s'entend pas toujours entre l'Atlantique qui nous divise. Alors, il y avait des pierres comme ça, il y avait un genre de personnage avec des pierres, et là, la personne disait « Ça, c'est moi, ça, c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là, et ça, c'est cette personne-là qui m'a quitté, et c'est tous les poids, et je ne les laisserai jamais. Non, non, ne te déleste pas de ces poids, garde-les. » Et comme ça, on jouait comme ça. C'était fantastique, puis ce que j'avais remarqué, parce qu'on avait appris à se connaître un peu dans ces programmes-là, c'est que je me disais, ah, ça c'est vraiment, c'est moi qui suggère ça, mais c'est pour les extravertis. Pas du tout, pas du tout. Il y avait les introvertis qui tout à coup sortaient, et là il y avait un genre de personnage, ils sortaient de là. Et là il y avait cette description. Et je raconte ça parce que, qu'est-ce que vous auriez fait comme représentation? C'est une question un peu difficile parce que des fois, c'est en maniant la matière que tout à coup, le sens apparaît, les choses apparaissent. Mais peut-être pas, peut-être que... de quoi aurait été fait votre statuette, votre sculpture? Et donc, pour
pour moi, en écoutant un peu, aujourd'hui, entre autres, ça m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, ah oui, on définit très clairement, là, il y a quelque chose qu'on dit, voici, c'est comme ça que cette personne-là fonctionne souvent, tu sais. Puis maintenant, je le vois mieux. Puis peut-être je peux le décrire avec tendresse ou avec un peu d'humour, je peux le rapporter. Puis il y a ça, hein, dans les groupes, on décrit quelque chose, puis on rigole nous-mêmes. Mais c'est honteux, ça serait honteux, mais c'est vraiment ça qui est arrivé quand même. Tu sais. Et donc, entre autres, ben oui, c'est un peu ça la retraite. On vient voir un peu là, la construction de cette personnalité-là, de ces mécanismes de défense ou de survie. Puis aussi, ben, évidemment, tout le côté très beau, là, tous les aspects de ces personnalités, toutes les choses qui montent, qui sont très belles. Alors on découvre tout ça. Une façon que j'ai de comprendre la pratique, c'est que tranquillement, donc on a des façons d'être qui sont la meilleure façon possible. Un peu dur avec nous-mêmes ou dur avec les autres, justement jugeant ou pris avec les histoires du passé, tout ça. Et défensif ou agressif ou dans le déni un peu ou pressé ou préoccupé ou dans la planification, toutes sortes de façons de survivre, on pourrait dire. Et à travers la pratique, tranquillement, d'abord on se met à reconnaître ces choses-là, un peu moins identifiées, on les reconnaît comme des patterns. Ah oui, il y a ça, c'est pas exactement moi, mais ça a définitivement lieu, ça a lieu et ça revient régulièrement. Dès qu'il y a tel genre de situation, voilà ce qui naît, tu sais. Et donc il y a un peu moins d'identification, peut-être un peu plus de tendresse, un peu plus d'humour. Mais il y a beaucoup de qualités donc qu'on développe, qui se développent très tranquillement, qui font que ces tendances-là peut-être peuvent surgir moins longtemps, moins fortement, parce qu'il y a autre chose là, qui peut venir prendre la place, le courage, l'intégrité, la bienveillance. Et quand ces forces-là grandissent, il y a des choses qui peuvent un peu réduire là, ces mécanismes-là. C'est pas comme s'il il faut laisser les mécanismes. Non, les mécanismes de défense, ils sont là, ils sont importants, mais il y a un moment où il y a autre chose qui peut nous soutenir, de telle façon que là, les mécanismes peuvent peut-être tranquillement se désagréger. Et ils ont un momentum, là, ils ont une force, on s'est entraîné à ça malgré nous pendant longtemps, alors c'est sûr que ce sera pas facile, mais c'est un peu, en tout cas, comme ça que je comprends le processus de la présence méditative. Là. C'est que, encore une fois, dans le sillon de cette attention généreuse qu'on apporte à ce qui se passe, se développe un paquet de qualités incroyables. Puis, d'après moi, c'est ce qu'on a fait un peu ensemble cette semaine de façon collectivement, puis individuellement, personnellement, là, dans notre petite pratique personnelle, dans notre petite pratique épique personnelle. Un des points qui me semblait important de nommer avant que la retraite ne finisse, c'est peut-être une évidence, mais peut-être pas. Parce qu'on parle tellement de pleine conscience ces jours-ci, il y a tellement de... Il y a tellement de... Oui, on donne tellement de... C'est trendy, hein? C'est très présent. Et ouais, je voulais nous rappeler que la pleine conscience dans la pratique bouddhiste, c'est pas la seule chose. Hein. Ça vient dans tout un... C'est un des aspects de la pratique qui est très très important, mais l'éthique, par exemple, il n'y a pas de
de pleine conscience, en tout cas de pleine conscience dans la version bouddhique, sans qu'il y ait l'éthique. L'éthique, c'est c'est ce qui vient avant la méditation, puis c'est ce qui vient pendant la méditation, puis c'est ce qui vient après la méditation. C'est-à-dire que si on a eu des comportements, si on a des comportements très blessants, euh, si, si on vit une vie où on ment, on blesse, ça ne sera pas possible de pratiquer la pleine conscience. Ça va être très difficile de pratiquer la méditation parce qu'on va être préoccupé, on va être agité, on va être soit dans le remords ou à éviter le remords, dans la justification, il va falloir faire une sorte de bypass, hein, de faire comme si, passer par-dessus quelque chose qui nécessite qu'on s'y attarde. Là. Et donc ça devient très, très important. Puis ce qu'il y a de beau dans le processus de la méditation, c'est que c'est naturellement ce qui va se développer aussi. Avec la présence, il va se développer ce que j'ai entendu décrire, qui me paraît très, très juste comme... Puis excusez-moi, j'utilise beaucoup de termes anglais, c'est pas juste parce que je suis québécois, c'est parce que j'ai beaucoup pratiqué en anglais, j'ai beaucoup reçu les enseignements en anglais, alors il y a des choses qui me marquent que j'ai reçues en anglais, et donc on parle de an inner ethics. Donc c'est pas... c'est quelque chose c'est quelque chose qui naît de l'intérieur. On voit pour soi-même ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il y a une sorte d'alignement, on pourrait dire. Plus on est attentif, plus on découvre ce qui est vrai pour nous, ce qui ne l'est pas, ce qui a de la valeur pour nous et ce qui ne l'est pas. Et plus il y a de la présence, plus il y a la possibilité de vivre en accord avec ces valeurs. Parce que on peut penser qu'on a un paquet de valeurs, mais sur le terrain, peut-être qu'on ne les applique pas toujours. Hein? Ah oui, moi, le respect, c'est très important pour moi. Pourtant, dans l'action, ça peut être très dur de manifester ça, d'exprimer ceci. Surtout quand ça ne se passe pas comme on veut. Tant que ça se passe comme on veut, peut-être que c'est simple. Mais il y a donc ces forces-là qui sont développées, la possibilité de développer une éthique intérieure, ça veut dire une vision claire pour soi-même de ce qui a de la valeur, en dehors de ce que la culture dominante ou la société nous dit, ou en ligne avec ce qu'elle propose. Hein? Ça peut devenir très important de toutes sortes de façons, mais en tout cas, je pense qu'on est dans la marge d'une façon ou d'une autre. Je dis ça parce que pour moi, je le vis de façon personnelle comme homme gay. La société tolérante, mais quand même hétérocentrée, hétéronormative, semble, en tout cas, oui, le message revient de toutes sortes de façons que quand même, on va faire avec, mais c'est un papa et une maman quand même. C'est... Et des messages comme ça, là, qui reviennent, ça devient très important d'avoir une clarté intérieure pour voir pour soi-même ce qui est juste ou pas. Là. Et puis, de cette façon-là, trouver une liberté, même dans un contexte où, je sais pas, c'est pas soutenu. Puis ça peut être par rapport au milieu du travail. Puis je parle pas nécessairement d'homosexualité, homophobie, ou etc., mais je parle on peut être dans un groupe d'amis, dans une famille, dans un lieu de travail où ça résonne pas, la façon de faire est pas... Ou dans un système capitaliste ou un autre qu'on découvre là, que de plus en plus clairement que ça fonctionne pas. Alors comment vivre au milieu de ça, dans une société qui peut-être pas exactement tout le temps les mêmes valeurs que nous? Donc, ça va prendre une force intérieure pour pouvoir... puis on le voit, là, les héroïnes et les héros là, qui disent « Non, maintenant je refuse ça, ça ne va plus. » Ça prend une clarté intérieure.
Je pense à Black Lives Matter, sur le continent sur lequel moi je vis, en tout cas. Tu sais. Ça prend une clarté pour dire non, ça suffit. Hein? Et donc, dans la pratique, il se développe ça, une compréhension. Puis donc, éthique intérieure, ça veut aussi dire une intégrité. Hein? Donc, ça va peut-être vouloir dire une plus grande facilité. Facilité, peut-être pas, c'est peut-être un trop peut-être pas, mais en tout cas, une capacité à établir les limites pour soi-même et pour des autres envers soi-même. Alors, la bienveillance, on pourrait facilement penser que c'est oui, ou que la méditation, la pleine conscience, c'est de dire oui à tout. Hein? Et on en parlait avec Gwenola. Joseph a un enseignement que j'aime beaucoup, il nomme le « the wisdom of no ». La sagesse de savoir dire non. Puis le Bouddha a ça comme mudra, comme geste de la main qui est très fort, qui est comme ça. Il n'y a pas d'arme ici, mais il y a une limite très claire. Non. Ça, non. Et donc, pour connaître intérieurement où est la limite et pour pouvoir l'exprimer, etc., puis pour pas performer une sorte de bienveillance, mais que la bienveillance vienne véritablement de l'intérieur, puis qu'elle prenne toutes sortes de formes, peut-être étonnantes, tu sais, qui ne soient pas nécessairement d'être gentil. Hein? Et ça, il faut avoir une clarté, là, pour... Et il me semble, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, en tout cas, chez moi, la méditation est très aidante pour ça. Bien sûr, il y a plein d'autres façons de développer ces forces intérieures, c'est absolument certain. Puis ça serait une erreur aussi de penser qu'il n'y a qu'une voie et je dois y arriver par cette voie-là. En général, pour un être humain, ça en prend quelques-unes. Et donc, la pleine conscience, ça vient, c'est dans les eaux de l'éthique et l'intégrité et ça peut prendre la forme du renoncement avec la pratique de renoncer. C'est quoi le renoncement? On dit que toute cette pratique-là tourne autour du renoncement. Puis ça aussi, il faut aller clarifier ça pour nous. C'est pas comme s'il fallait renoncer à tout. On renonce surtout à ce qui bloque la vue, ce qui brise les relations, ce qui fait qu'on s'abandonne ou se maltraite. Donc, c'est ça la forme de renoncement. Puis l'éthique, dans un sens, c'est une forme de renoncement. Je renonce à blesser, je ne renonce à ne pas considérer. Je renonce ça pour trouver quelque chose de plus nourrissant. Je renonce à l'avidité, parce que l'avidité me dit « si tu obtiens ça, ça va être très bien, ça va être agréable, etc. » Puis non, je renonce à l'avidité pour aller vers quelque chose qui va être plus nourrissant, la considération peut-être des besoins de l'autre, etc. Donc, l'éthique, c'est aussi un potentiel incroyable de joie. La joie de protéger. La joie de protéger l'autre, les autres. Puis il y a un enseignement qui est très beau autour de ça, où on dit, il faut que je m'en souvienne, avec le comportement éthique, j'enlève un peu dans le monde de la peur que les gens pourraient avoir de moi, en prenant soin des relations, en prenant soin des choses, hein, etc. J'enlève un peu de peur, et en enlevant un peu de peur dans le monde, je gagne aussi en absence de peur. Je ne sais pas si je le traduis bien, là, c'est un peu tarabiscoté mon affaire, mais il y a quelque chose de très beau, c'est en offrant la protection, je reçois du même coup, je vis dans un monde où on offre la considération et la protection. Donc je gagne à vivre dans ce monde-là.
Et ça, c'est une magnifique forme de joie. Il y a plein de formes de joie dans la pratique bouddhiste. On pourrait dire que c'est un chemin de joie. On va dire, ah oui, j'ai pas remarqué, c'était surtout un chemin de souffrance cette semaine. Mais il y a la joie comme ça de prendre, de ne pas blesser, de ne pas se blesser, de ne pas blesser les autres. Et ça, c'est une très belle forme de joie. Il y a la joie de l'amitié spirituelle, c'est-à-dire de non seulement être ensemble dans l'amitié, mais en plus que l'amitié serve à développer de belles façons d'être. Ça prend une attention particulière pour ça, là, que l'amitié soit onward leading, libératrice, porteuse. Tu sais. L'amitié peut être exclusive, elle peut exclure facilement. Tu sais. Il y a toutes sortes de choses, il y a des dynamiques qui peuvent naître dans des amitiés. Et donc, il y a la possibilité que les amitiés soient des amitiés spirituelles, dans le sens où on s'aide les uns les autres à être la meilleure version de nous-mêmes. Le Bouddha parle souvent de ça. Quand il parle de certaines qualités, plusieurs qualités, il dit « Ah, tu veux développer l'équanimité? Meilleur moyen de développer l'équanimité? Passe du temps avec les gens équanimes. Tu veux développer la générosité? Meilleur moyen? Passe du temps avec les personnes généreuses. Tu veux développer la clarté? Passe du temps avec des personnes qui ont de la clarté d'esprit ou de l'éthique ou quoi que ce soit. » Et donc, c'est bien de voir ça, le potentiel dans nos amitiés. Qu'est-ce qu'ensemble on peut construire, on peut faire surgir et cultiver. Et la pleine conscience nous aide à faire ça. Parce que sinon, on peut facilement juste suivre ce qui se passe. Mais d'être alerte à ceci. Hein? Alors la joie de l'amitié qui peut devenir spirituelle, c'est un mot un peu... je ne sais pas comment c'est ici, de ce côté-ci de l'étang. Le mot spirituel, mais chez nous, c'est un peu... On peut vite tomber dans pas le Moyen-Âge, mais le New Age, le Nouvel Âge, où ça peut être intimidant, où on peut peut-être pas vouloir s'identifier à ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme mot, tu sais, qui fasse sens, là, tu sais. Donc, si le mot vous convient pas, voyez comment vous pourriez le modifier, là. Des amitiés porteuses, des amitiés enrichissantes, qui nous font grandir, tu sais. Et ça, d'après moi, il faut quand même avoir un peu d'intention pour rester là-dedans, là, pour garder ça vivant, je crois. Quand on est avec... j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Joseph, puis, tu sais, avec Joseph, on mange, on rigole, on fait des blagues, on parle de toutes sortes de choses. Et là, tout à coup, on se met à parler de quelqu'un qui est absent d'une façon légèrement négative. C'est pas vraiment négatif, c'est surtout pour m'élever un peu, en descendant un peu l'autre. Tu sais, je sais pas comment faire autrement, alors en descendant l'autre, ça permet de m'élever un peu. Ou peut-être, je sais pas comment créer du lien, donc en excluant quelqu'un, ça nous rapproche, de façon un peu gauche comme ça. Puis avec Joseph, si on se met un peu à parler de quelqu'un qui est absent, qui pourra pas dire sa version, etc. Si on est en train de manger, je l'ai vu souvent, il va se mettre à parler de la nourriture. Tu sais. Il va dire « Ah oui, comment tu fais tel repas? » Tu sais. Il dit pas « Non, moi, je parle jamais contre les gens. » Il y a une façon très belle, il réoriente les choses très doucement. Tu sais. Et oups, tout à coup, c'est ah tiens, l'amitié peut servir à protéger les gens plutôt qu'exclure ou séparer les uns des autres, etc. Ça, c'est pas facile à faire. Il faut être très attentif pour, je pense, en tout cas moi, il faut que je sois très attentif pour être sensible à ça, aux opportunités qui ne sont pas saisies, là, Ça va très loin, cette histoire d'amitié. Il y a un moment où quelqu'un demande à
le comparse du Bouddha qui a passé peut-être 25 ans à son cousin. J'attends que quelqu'un m'aide ici. Ananda, qui a vécu pendant longtemps avec c'était son cousin, mais aussi son grand ami. Et il y a un moment où il y a quelqu'un qui demande à Ananda, est-ce que c'est important les amis sur le chemin spirituel? Puis Ananda dit, oui, oui, c'est très important, c'est très, très important. Après, il va demander au Bouddha, il dit au Bouddha, j'ai répondu que c'était très important, est-ce que j'ai bien fait de répondre ça? Puis le Bouddha dit, non, Ananda, c'est pas vrai que les amis sont très importants sur le chemin. Les amis sont le chemin. Et donc, ouais, ça marque quelque chose, là. Puis ici, ben, c'est ça qui s'est passé, là. On a essayé, autant que faire se peut, du mieux qu'on a pu, avec nos zones d'ignorance, d'inconscience, nos patterns. On a essayé d'être des amis les uns pour les autres, là. Puis je veux dire, ça continue en ce moment même, là. Et donc ça vaut beaucoup. Il parle bien entendu aussi de la joie, de la générosité. Donc la générosité, ça fait partie intrinsèque de toute pratique de pleine conscience. Et ici, on en a parlé, je pense, le premier soir, ce rassemblement est possible seulement dans la générosité. La générosité qui est démontrée de la part de chacun de nous, des gens qui travaillent ici au fond du bénévolat, qui nous nourrissent, qui préparent le lieu avant notre arrivée, qui préparent le lieu entre les... Demain, il y a une autre retraite qui commence. Vous imaginez-vous? Le turnover, là, c'est quelque chose. Nous, on quitte et demain après-midi, ça se met à rentrer à nouveau. Il faut que tout le lieu soit impeccable, prêt, que tout soit en place. Et donc, il y a beaucoup de soins qui font partie de l'expérience. Puis c'est bien, ça fonctionne juste comme ça. 2600 ans, si on parle juste de cette tradition-là, 2600 ans d'enseignements qui ont été offerts généreusement. Hein? Le Bouddha enseignait, les gens le nourrissaient. Les moniales, les moines enseignaient, les gens s'assuraient qu'ils avaient des vêtements, des médicaments, de la nourriture, un toit, etc. Comme ça, il y a eu... c'est une rivière vaste et longue de générosité qui font que la sagesse, en tout cas celle-ci, ce patrimoine-là demeure vivant. Et donc ça va toujours être vrai, là. Quand on part d'ici, la pleine conscience vient avec la générosité, vient avec le harmlessness en anglais, que j'appelle le comportement éthique, mais ou que je traduis par protection, mais harmlessness, la joie de ne pas blesser, le soin qu'on prend de ne pas blesser les êtres vivants. En disant ça, je pense à Laila F. Saad, qui écrit un très, très puissant livre qui s'appelle Me and White Supremacy, moi et la suprématie blanche. Et le sous-titre de son livre, c'est quelque chose comme « How to be a good ancestor ». Comment devenir un ancêtre potable. Comment devenir un bon ancêtre. C'est le jeu des perceptions, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais de penser qu'on va être les ancêtres de gens qui vont venir. Comment on prépare la planète pour les gens qui viendront? Est-ce qu'on sera des gens qui vont regarder avec honte, avec incompréhension, mais qu'est-ce qu'ils pensaient? Ou est-ce que ça va être des gens ces gens-là vont regarder leurs ancêtres, nous, avec gratitude, avec... Il y a un sens là, de responsabilité, mais aussi un potentiel de générosité, de protéger, d'éthique, de protéger ceux qui viendront. On a du boulot, là. Hein? C'est pas fait, là. C'est pas gagné du tout, là.
Et puis, ouais, là, je suis parti un peu sur... j'étais parti sur les joies. Le Bouddha parle d'autres formes de joie. La joie qu'on a touchée ici, du contentement, peut-être, à certains moments. Ah, juste la rivière qui coule, juste la fraîcheur de l'eau sur les pieds, juste la danse des chauves-souris, juste ce goût, juste ce moment de transition, juste ce pas. Et là-dedans, ça c'est connecté au reste, d'après moi, le contentement. Ça vient de celui qui m'a éveillé un peu à ça particulièrement, pas le contentement, pour moi ça vient de la pratique, la découverte que peu de choses peut être assez à cause de la qualité de la présence à ce qui est, mais Kumi Naido, qui a déjà été le directeur de Greenpeace il y a plusieurs années déjà, mais lui, je l'avais entendu parler dans une rencontre du contentement comme une solution vraiment une excellente, pas la seule, mais une excellente solution à la surconsommation, à une façon de sauver de la planète, etc. Il disait, vous, les bouddhistes, vous, là, les gens de la méditation, vous devez entrer dans cette conversation-là, puis une des choses que vous pouvez enseigner aux gens, c'est les autres formes de joie que celle de consommer. Hein? Puis donc, c'est ce dont je parle là, puis entre autres, il parlait du contentement. Vous avez une façon d'apprendre aux gens, pas juste en parler, mais que les gens puissent pour eux-mêmes découvrir la joie d'être là, en ce moment, à faire ceci ou à vivre ceci. Ça va loin dans la pratique bouddhiste parce qu'on peut même avoir le contentement, même quand les choses sont pas celles qu'on voudrait. Ah, c'est exactement comme ceci en ce moment. Cette chose m'échappe. Je suis en plein cœur de la vie. Voilà. Donc le renoncement, le contentement, la capacité de faire avec un peu moins. Il me semble que c'est quelque chose d'important. Puis c'est une véritable source c'est une vraie joie là, dont on parle. C'est pas un second prix là, tu sais. Alors la joie du contentement, la joie de découvrir comment fonctionnent les choses, la joie de insight joy, la joie de voir, ah tiens, je viens de me voir aller là, comment tout à coup je deviens rigide. C'est incroyable, on peut retirer de la joie de voir ça. Est-ce que vous reconnaissez un peu quelque chose que je nomme? Ah, je viens juste de le voir, là je l'ai vu. Ce genre de pattern où tout à coup je me ferme soudainement. Ah oui, je viens juste de le voir. J'ai vu. Ou l'autocritique. Ah, j'ai vu la petite voix naître, là. T'es une merde. Tu n'y arriveras pas. Avant, j'étais dupe. J'ai fait juste croire. Maintenant, je l'ai vu apparaître, là. Je suis plus dupe de ça. Là, c'est une joie de la libération, on pourrait dire. Donc, les différentes formes de joie qui sont cultivées sur le chemin et qui font absolument partie, oui, du chemin et qui viennent avec la pleine conscience, là. L'éthique, la générosité. Le Bouddha enseignait l'importance de la parole, hein? La force. Il parlait entre autres de la force de l'énergie sexuelle et la force de la parole. Je sais pas pourquoi je les mets, je trouve que c'est des forces, toutes les deux nucléaires, là. Des forces incroyables. Et donc, dans la pratique, on est invité à devenir... Oui, il y a le silence, il y a tout ce qu'on voit en nous, mais tout à l'heure, il va y avoir j'entends demain, il va y avoir la communication, là. Il va y avoir la parole, celle-ci, comme ça.
Puis il va y avoir celle-ci comme ça. Et, et comme on est des êtres sexuels ou non, mais c'est certainement possible. Ouais, ces deux formes d'énergie-là ont un potentiel destructeur incroyable. On le sait soit intimement ou on le sait parce qu'on en a entendu parler. Hein? Et ces deux forces-là ont un potentiel incroyable de guérison, de générosité, de beauté. Et ces puissances-là, c'est très délicat à manipuler, là. Et la pleine conscience est invitée à aller dans ces champs-là aussi, évidemment. Donc, ce sont des aspects de la pratique. Oui, il y a une voie spirituelle, là. Ouais, il y a énormément de potentiel, mais ça manipulé avec soin. Il faut que ce soit manipulé avec soin. Une image très forte que vous connaissez sans doute, c'est celle de la hache. Quand on dit dans les textes, dans la bouche, nous avons une hache. Dans la bouche, nous avons une hache. Avec une hache, on peut créer un abri. Avec une hache, on peut détruire. Avec une hache, on peut libérer la rivière. Ou avec une scie. Libérer les flots. Et donc, là, justement, comme on s'apprête bientôt à retourner dans un monde d'échange comme ça, il ne faut pas avoir peur d'y aller avec la pleine conscience. Et ça va être... souvent, ce qu'on décrit, ce dont j'ai fait l'observation moi-même, c'est que ça va trop vite dans l'échange, dans le relationnel. On se retrouve de l'autre côté, éjecté. Puis là, ah mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas... Mais on y retourne. Le langage, la parole, c'est particulier qu'on s'expose aussi. Hein? Quand on parle, on expose tout le contenu. On expose nos intentions, notre incompréhension, notre compréhension, tout y passe. C'est très révélateur, le langage. Et, ben, ouais, c'est bien d'entrer dans ce monde-là avec... de le voir comme une opportunité de pratique. Comment est-ce que j'utilise la parole? Est-ce que c'est une parole qui lie ou qui brise, divise, qui soutient ou qui exclut, abandonne, etc. J'espère que c'est pas trop moralisateur, mon truc. Je finis avec... souvent, je finis avec ça. Dans les derniers jours de la retraite, ça me semble important de mentionner ça parce que ça peut nous aider à comprendre le développement de la pratique, à nous encourager, puis à se réjouir aussi. Mais une façon qu'on voit la pratique se développer, puis ça vient des textes anciens où on dit il y a une sorte de discernement. Donc, il y a le discernement de qu'est-ce qui est aidant, qu'est-ce qui n'est pas aidant en soi. J'abandonne ce qui n'est pas aidant. Je cultive, nourris, apprécie, reconnais ce qui est aidant. Alors, il y a cette forme particulière de discernement. Il y a le discernement aussi de la sagesse qui reconnaît la nature impermanente des choses. Pendant qu'on est avec, pendant que ça a lieu, particulièrement sensible à leur nature éphémère. Alors ça, c'est une forme de discernement. Puis il y a une autre forme de discernement très particulier qui est la reconnaissance des opportunités de pratique. Alors on pense au début que c'est seulement en méditant avec une application, puis on découvre en fait que, comme
il n'y a plus de piles, ça fonctionne plus, que franchement, je peux le faire un peu sans l'application, où on pense que c'est seulement assis de cette façon-là, puis on découvre qu'en fait, non, on peut le faire en marchant. Tout à coup, on découvre qu'on peut le faire en faisant une tâche ménagère ou en désherbant. Puis tout à coup, on découvre qu'il peut y avoir, que la pratique peut être là dans l'échange avec l'autre, peut être là dans un conflit, peut être là un peu au travail, un peu plus, de plus en plus, peut être là dans nos activités sexuelles, qu'il peut y avoir cette présence-là qui peut être accrue, puis qui pourrait être aidante là, dans quoi que ce soit, dans notre forme d'art qu'on pratique, Ouais, alors c'est ça aussi le développement de la pratique, on le voit parce que tout à coup on se met à reconnaître, ah tiens, ici, c'est une très bonne occasion d'être particulièrement présente ou présent. Je pense que c'est assez de paroles pour juste maintenant. Là. Ah non, il reste un gros morceau. Non, c'est pas très gros, je vais le dire juste en quelques mots. Excusez-moi, j'oublie, c'est les quelques mots sur le dana. Et parce qu'on s'est dit avec l'équipe là, qu'on allait en parler à ce moment-ci. Alors je m'excuse, c'est vraiment un punch, c'est vraiment juste comme vous pensiez que vous étiez libéré. Je vous amène un petit morceau. Comment on est en lien ensemble, euh, il y a toutes sortes de choses qui nous relient, notre humanité et tout ça, mais une des façons particulières qu'on a d'être en lien ensemble, avec le centre, avec les gens qui ont pris soin de nous cette semaine, avec les enseignants, c'est, oui, à travers cette générosité-là dont je parlais plus tôt, j'aurais pu en profiter à ce moment-là, mais j'ai pas pensé spécifiquement. Les enseignants ne sont pas rémunérés pour faire ça. Je pense que vous êtes consciente de ceci. Pourtant, c'est ce qu'ils font toute l'année. Et comment ça fonctionne? C'est cette sorte de beauté des relations humaines, c'est que c'est par le soutien qui est offert, les enseignements donc sont offerts généreusement, et il y a une sensibilité qui peut être là, qui nous fait penser à, mais j'aimerais m'assurer que ces personnes-là peuvent se nourrir, qu'ils ont accès à des soins, si eux aussi, comme moi, ils ont besoin de soins, ou qu'ils ont un toit, et qu'ils vont en avoir un même plus tard, quand ils seront vieux, jusque-là, hein? Quand ils seront âgés, s'il y a cette expérience-là pour eux. Et donc, il y a cette sensibilité-là pour les enseignants, pour l'équipe aussi qui travaille, qui prend tellement bien soin de nous ici. Les gens ici, de ce que je comprends, c'est une première visite pour moi ici, les gens ici sont salariés, reçoivent un salaire. Le salaire existe parce qu'il y a des dons. C'est une façon de redistribuer. J'ai pensé moi-même, je ne sais pas si c'est la vérité, mais je me suis dit, ah oui, c'est vrai que des fois, il y a des retraites où il y a 15 personnes, des retraites où il y a 45 personnes, des retraites où il y a 80 personnes. Ça peut faire un revenu très inégal. Là, et donc, peut-être que c'est une des façons, je ne sais pas, je n'ai pas enquêté aussi loin que ça, mais j'ai vu en tout cas dans d'autres centres qu'on se met à donner un salaire aux gens qui travaillent sur place parce que le dana est très inégal d'un moment à l'autre. Et donc, pour régulariser l'entrée d'argent, on se dit ça, mais ça dépend tout de même des dons des gens qui reconnaissent là, que les gens qui prennent soin de nous ont toutes sortes de besoins comme les nôtres. Et ensuite, il y a aussi l'association. Hein. Le moulin, le prix qu'on a payé chacun de nous, qui est différent d'une personne à l'autre, permet au moulin d'avoir offert cette retraite-ci maintenant, mais ne permet pas à l'association de vivre à long terme. Vous savez qu'ici, c'est fermé, par exemple, pendant l'hiver. Alors, c'est très, très délicat. Et tous ces gens-là et cette association-là vivent seulement... ça repose seulement sur notre considération.
sur la considération des gens qui utilisent les services, qui, et donc et moi ce que je trouve remarquable pour nous apaiser un peu, c'est que ça fonctionne. Ça, moi, là-dedans, ça m'échappe pas complètement, mais quand même, ça m'échappe un peu que ça perdure comme ça. Depuis 2600 ans, les gens ont offert du riz, offert un coutil, un abri, offert des vêtements, comme ça pour que tout ça reste vivant. Puis là, ben, ça arrive à aujourd'hui. Ça a fonctionné pendant 2600 ans, puis là, on arrive à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on veut que ça reste vivant? Est-ce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans? Puis qu'on se dit, ouais, franchement, là, ça, pour moi, ça a de la valeur. Je veux que la vie se manifeste comme ça, là. C'est pour se manifester. Et donc, merci de considérer ça. Puis je sais que pour la plupart d'entre nous, on participe déjà depuis un moment à ce système-là, à cette façon alternative de vivre. Et donc, merci pour ça. Puis ben, je vous laisse voir. Et là, les détails de ça, un peu techniques, c'est que pendant le repas, si vous voulez faire un don, ce sera un excellent moment. Je pense qu'il y a une table qui a été tranquillement aujourd'hui préparée avec peut-être des boîtes ou 3 boîtes. Alors, il y a l'enseignant, l'équipe enseignante, je ne sais pas un peu encore parce qu'on parle de ça avec Gwenola, là, comment on va... Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Gwenola, elle veut rien, elle veut avoir offert ça, ça fait partie de sa formation. Moi, je me dis non, quand même, tu vas faire beaucoup, et fait qu'on est un peu ambigu. Puis on essaie de voir qu'est-ce qui va arriver, puis probablement que ce qu'on va trouver là va nous aider à voir qu'est-ce qui est juste. Alors, je suis très transparent avec vous, là. C'est là où on est, nous, dans la réflexion. Donc, il y a une boîte pour l'enseignant ou l'équipe enseignante. Il y a une boîte pour le staff, l'équipe de soutien. Puis, il y a une boîte pour l'association. Puis, c'est à vous de voir, là, dans la... Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Toujours basé avec, évidemment, avec là où vous êtes dans votre... on n'a pas tous accès aux mêmes ressources, là, tous les mêmes moyens en ce moment, etc. Donc, il y a cet aspect-là démocratique là, qui est très, très, très beau. On essaie du mieux que possible que tout le monde puisse être ici. Puis vous voyez, là, quelle est votre réponse là-dedans. Puis si ça ne fonctionnait plus, ben on trouverait une autre façon. On trouvera une autre façon où on verra ce qui va arriver. Mais jusqu'à maintenant, ça marche. Ça fonctionne encore. OK. Le silence reste jusqu'à demain, 10h30. Ceci dit, si ce soir, vous voulez connecter avec une personne, puis vous voudriez... Moi, je vous invite à quitter le lieu, à sortir, aller prendre une marche de l'autre côté puis qu'on préserve tout le centre dans le silence pour qu'on puisse continuer garder cette chose-là jusqu'à demain quand on va se rencontrer pour le cercle final ou pour la fin. Là. Est-ce que ça peut aller, ça? Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? OK. Je vous remercie beaucoup pour votre considération puis pour votre pratique là, vivante. Merci. Ah oui. Dans la boîte, on peut mettre des espèces, j'imagine. Chèque. Il y a ton site aussi. Oui, merci beaucoup. Alors, je pense que Narayan, ou peut-être toi, Clara, vous avez installé un ordinateur. Si vous voulez faire un don par PayPal ou par carte bancaire, c'est possible de le faire là. Puis, tu sais, en bas du site Pascal Auclair, il y a un espace, il y a un endroit pour donner. Puis oui, on peut déposer des espèces. Il y a peut-être d'autres formules là, que vous découvrirez sur place, mais j'espère que rien ne va vous empêcher d'offrir quelque chose si vous avez le désir de le faire. Puis merci de clarifier ça. Je ne suis pas très bon avec ces aspects.
OK. Bon appétit. Merci.